Potentiel d'un couple redox. Ce potentiel, il représente la différence de potentiel entre les deux électrodes. Il est noté grand E. Des fois, dans des livres, on le trouve comme ça, pi. Nous, on le note E, majuscule. Il représente le potentiel de l'électrode par rapport à la solution. Ça existe E0, potentiel standard. Quand je marque 0, ça veut dire qu'on travaille à 25 degrés, pression une atmosphère, concentration une fois molaire. Le potentiel standard, il est donné, on l'appelle des fois potentiel normal. Cette valeur, ça se trouve dans les tables de potentiel redox, dans les livres. On vous la donne dans un exercice. Le potentiel standard d'un couple. Pour tout couple, il y a le E0 à 25 degrés. L'hydrogène, il est pris comme référence. Pour l'hydrogène, E0 égale 0. Parce que ça existe des E0 qui sont négatifs, il y en a qui sont positifs. C'est en volts. On dit potentiel. Cette électrode qui fait 0 de l'hydrogène, ça s'appelle aussi électrode normale d'hydrogène. En abréviation, c'est ENH, électrode normale hydrogène, ou bien électrode standard à hydrogène. Voici donc quelques valeurs du potentiel standard à 25 degrés pour les oxydants et les réducteurs. Donc pour ce couple, c'est moins de 7. Pour ce couple, c'est moins de 3. Vous voyez, l'hydrogène, il est là, il est 0. Donc ces valeurs sont négatives. Il y en a qui ont des potentiels positifs. Quand on y va vers la valeur la plus grande, l'oxydant, on dit que l'oxydant est fort. Et quand on y va vers la valeur la plus petite, on dit que le réducteur est fort. Les potentiels standards, bien sûr, ça à écrire donc la réaction d'oxydoréduction. Si la réaction qui a le plus grand E0, ça veut dire que l'oxydant c'est le plus fort. Voilà, c'est schématisé là. Regardez, là j'ai deux couples. OX1 rad 1, OX2 rad 2, E01, E02 comme potentiel standard. Le potentiel il va dans ce sens. E02 plus grand que 0. Donc on commence par E02, on commence par ça. OX2 avec rad 1 qui donne OX1 rad 2. Ça s'appelle la règle en gamma. C'est comme un gamma en maths. Je vous laisse regarder ces exemples-là. Donc, quand on a l'association des couples redox, un oxydant, il réagit avec un réducteur dont le potentiel est plus petit que le sien. Vous comparez les E0. Vous commencez par la réaction qui a le E0 plus grand. Bien sûr, là, on a rappelé un petit peu comment reconnaître un réducteur, un oxydant, d'accord. On a dit que les réducteurs, ce sont des métaux, du côté des alcalins, des alcalines terreux par là. Les oxydants se trouvent du côté des halogènes, dioxygènes et ainsi de suite, tout en haut du tableau périodique. Les oxydants réducteurs de la vie courante, l'eau de Javel, c'est un mélange équimolat de chloride de sodium et d'hypochlorite de sodium, d'accord. Ces propriétés désinfectantes blanchissantes sont dues aux propriétés oxydantes de l'ion hypochlorite. La relation de Nernst. Ce que je vous demande de retenir de cette relation de Nernst, ça a été obtenu à partir de la relation de la loi thermodynamique, delta G égale delta G0 plus RT log de K. On sait que delta G c'est moins NFE, delta G0 moins NFE0, on divise par FE, on obtient ça. Mais on l'a simplifié ici, cette relation, on vous demande pas en chimie comment démontrer les formules, c'est d'appliquer les formules. Le potentiel de l'oxydant réducteur est égal au potentiel standard oxred plus 0,06 sur 1 log, un petit log oxydant sur réducteur. Et en volts. Retenez cette formule, ça donne le potentiel d'une électrode, la amoud. Voici un exemple pour cette électrode-là qui est constituée du Fe3 plus et du fer. E égale E0 du couple plus 0,06 sur les électrons, log
on marque que l'oxydant. Celui-là, c'est solide, c'est 1. Là, c'est des ions, on marque celui-là sur celui-là. Application de cette formule, retenez seulement à quoi sert la formule de Nernst. Elle nous donne les électrodes. Il y a 3 types d'électrodes. L'électrode de premier type, deuxième type, troisième type. Dans le premier type, considérez un métal qui plonge dans une solution qui contient l'ion du métal. Par exemple, vous prenez le cuivre, vous le mettez dans une solution qui contient l'ion cuivrique, dans une solution de sulfate de cuivre. La réaction s'écrit comme ça. Donc le potentiel, c'est E égale E0 du couple, plus 0,06 sur 2, log de CU2+. L'électrode à gaz aussi, elle est considérée comme premier type. Cette réaction, elle est considérée comme premier type. Là, c'est des gaz. Celui-là, c'est un gaz, donc on écrit pression de H2. Celui-là, c'est un ion, donc on marque la concentration de H+ au carré. L'électrode deuxième type et de second type, c'est une électrode comme celle-là. C'est l'argent qui, par exemple, c'est un métal, par exemple ici l'argent, qui est recouvert d'un de ses sels, voilà son sel AgCl, et qui plonge dans une solution qui contient l'anion du sel. Donc ça, c'est N-, ça vient du sel. On écrit 3 réactions, Ag avec Ag+, on écrit la réaction de AgCl qui donne Ag++ plus Cl-, et on écrit la réaction de AgCl qui donne Cn-. Il y a 2 réactions électroniques et une de solubilité. L'électrode de calomel, le calomel c'est celui-là, Hg2Cl2. Hg c'est le mercure. Donc Hg plonge dans Hg2Cl2 en présence de KCl saturé. C'est une électrode de calomel considérée dans deuxième type. Je vous laisse regarder comment ça a été écrit. Électrode de troisième type, c'est la plus simple. C'est-à-dire, vous prenez un métal inerte, le platine, il n'a pas de réaction chimique. Le platine, c'est un métal inerte, on le plonge dans une solution qui contient par exemple 2 ions d'un même élément, Fe3 plus Fe2+. Quand on écrit la réaction, on n'écrit que pour les ions. Et E égale E0 plus 0,06 sur 1 log de Fe3 plus Fe2+. Prévision des réactions d'oxydoréduction. C'est-à-dire dans quel sens s'écrit la réaction. Ça veut dire qu'on va calculer la constante d'équilibre. Imaginez, on a cette demi-réaction avec son potentiel E0,1. Cette deuxième demi-réaction E0,2. Quand on écrit la réaction totale, bien sûr, il faut comparer. Il faut commencer par l'oxydant le plus fort, entre les deux. Si on suppose celui-là est plus grand, ben on commence par celui-là. D'accord ? Regardez, pour cette réaction, on a une constante d'équilibre. Comment calculer cette constante d'équilibre? Eh bien, on y va directement au calcul qui est là, le résumé du calcul. Eh bien, utiliser cette relation pour calculer K. Log de K, c'est le nombre d'électrons de la première demi-équation fois le nombre d'électrons de la deuxième, qui multiplie la différence des potentiels standards divisé par 0,06. Quand on trouve le log de K, K égale 10 à la puissance le résultat. Si K est plus grand que 1, l'équilibre se déplace vers la droite, c'est-à-dire sens indirect. Sinon, c'est le contraire. Là, vous avez aussi une petite relation qui permet de calculer le E0 d'un couple. À partir de cette relation, elle est applicable ici dans cet exemple, vous pouvez le regarder. Et je termine par l'électrolyse et piles. Ce qui nous intéresse, c'est les piles mieux que l'électrolyse. Ils sont contraires. Les réactions d'électrolyse, c'est contraire à la réaction des piles. L'électrolyse, c'est la réaction inverse de la réaction d'oxydoréduction. Le principe de l'électrolyse, donc, consiste à appliquer un courant électrique continu par l'intermédiaire de 2 électrodes à une solution aqueuse d'un électrolyte. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'électrolyse, l'anode, c'est la positive, c'est plus. Et la cathode, c'est le moins. Par contre, pour les piles, c'est le contraire. Pour les piles, l'anode, c'est moins et la cathode, c'est plus. Retenez ça. Électrolyse et piles sont inverses. L'électrode, c'est quoi l'électrode? L'électrode, c'est la partie conductrice du courant. C'est là où une réaction d'oxydation ou bien de réduction va apparaître. Ce qu'on appelle une pile, une pile électrochimique, c'est une source de puissance qui est capable de fournir de l'énergie au circuit extérieur. Par quoi est constituée une pile? Elle est constituée de demi-piles. On a 2 demi-piles dans une pile. D'accord? À noter, il y a toujours la borne plus et la borne moins pour les piles.
Elle est constituée de deux électrodes, juge al-amoud, d'un conducteur entre les deux. Si je dessine une électrode là qui baigne dans une solution, une électrode là qui baigne dans une solution, entre les deux, on met un pont salin. D'accord ? Dans ce pont, on utilise le sel, celui-là ou celui-là. Et je rappelle que la cathode, dans la pile, la cathode c'est plus, l'anode c'est moins. On préfère, quand on schématise la pile, la cathode on la met à droite et l'anode on la met à gauche. Voilà, c'est comme l'écriture là. Ça c'est l'écriture d'une pile. Cathode plus à droite, on met 2 barres, ça c'est le pont salin, et l'anode à gauche. Là, donc, dans les épiles, donc on a 2 électrodes. Électrode 1, j'écris la réaction. Électrode 2, j'écris la réaction. Et je regarde quel est le potentiel le plus grand. Le potentiel le plus grand, c'est la cathode. D'accord ? Et j'écris la réaction totale. Si je sais que E1 est plus grand que 2, eh ben j'écris la réaction totale. Je peux écrire la réaction totale en commençant par ça, plus ça. On peut calculer la force électromotrice. Le mot force électromotrice, elle est notée là. FEM, c'est la force électromotrice. Écrivez comme ça. Comment calculer cette force électromotrice? C'est prenez le potentiel de la cathode moins le potentiel de l'anode. Ou bien E du plus moins E du moins. Si la pile marche encore, la force électromotrice a une valeur positive. Sinon, on dit que la pile est usée. C'est quoi la pile usée? Une pile usée, c'est-à-dire qu'il y a une force électromotrice nulle, zéro. Ça veut dire ça y est, elle est périmée, ne marche pas. Les concentrations ont alors évolué jusqu'à ce que les potentiels des couples s'égalisent. On aura un équilibre, on aura l'état d'équilibre. Voici un exemple. On vous demande quelle est la FEM de la pile constituée du cuivre et du zinc. On donne les E0. Ah ben vous écrivez les demi-réactions. Et vous calculez donc le potentiel de celle-là, le potentiel là. Celle-là c'est positif, plus grand que ça. Et bien je fais ça plus ça. Celle-là je l'inverse. Voilà. D'accord? J'inverse. Pour calculer la force électromotrice, eh ben je prends le positif moins celui-là, ça donne cette valeur. Regardez, j'ai écrit la valeur de la pile normale, CU de plus, c'est le plus grand, je l'ai mis par là, le plus petit, je l'ai mis à gauche, et j'ai mis 2 barres. La pile Daniel, c'est un exemple de la pile qu'on vient de voir. Elle est constituée de 2 électrodes, zinc et cuivre. Entre les deux, un pont salin. J'en passe. Voilà, je vous laisse regarder et je termine par le dosage d'oxydoréduction. C'est comme pour les dosages acido-basiques, on peut faire les dosages d'oxydoréduction pour déterminer les concentrations normalité de la solution inconnue. On prend un bécher et une burette. Dans le bécher, on peut mettre l'oxydant et dans la burette le réducteur, ou bien le contraire. Mais souvent, on met l'oxydant dans la burette. L'oxydant qu'on utilise souvent, c'est le MnO4-. Rappelez-vous. L'oxydant, c'est un MnO4-. Il est souvent utilisé, le permanganate de potassium. Et dans le bécher, on met le réducteur. Voilà. Et on applique la relation N1V1 égale 2V2, où j'ai marqué N oxydant fois volume oxydant égale N réducteur fois volume réducteur, qui permet de calculer, de déterminer la normalité de la solution, soit oxydante ou réductrice. Voilà. Voici un exemple que vous pouvez bien regarder. Donc ça c'est un dosage. J'ai mis 15 cm3 d'une solution de permanganate de potassium. Donc ça c'est le volume de l'équivalence. Cette solution elle est dans la burette. J'ai mis dans le bécher 10 cm3 de l'oxalate. Attention là il y a une erreur, c'est pas ça l'oxalate. C'est un C2O4. C'est pas SO4, C2O4. Ça c'est C2O4. Donc voilà, je fais sortir les couples du permanganate et de l'oxalate, j'écris les demi-réactions, je fais la réaction totale et je détermine la normalité. Attention, ici le P, c'est les électrons. Dans cette réaction, c'est 5 électrons. Dans celle-là, c'est 2 électrons. Si j'ai besoin de P, c'est les électrons. Voilà, je vous laisse regarder. Voilà. Ça, c'est un dosage que vous pouvez regarder. C'est un dosage potentiométrique. Ça veut dire qu'on va tracer la courbe, c'est en fonction du potentiel
Dans le bécher, on a le Fe2+, dans la burette, on a MnO4-, il manque un moins. Voilà, je vous laisse regarder comment le protocole. Et voilà, donc, je vous montre la courbe d'abord obtenue par le dosage. C'est ça la courbe. Elle ressemble au pH, mais c'est pas pareil. Ici, on n'utilise pas la méthode des tangentes. C'est faux, d'accord? Parce que là, regardez la courbe, elle y va tout droit. Il faut estimer le volume équivalent. On n'a pas besoin de... Donc j'ai marqué là, attention, la courbe n'est pas symétrique du fait des coefficients stoichiométriques des équations, donc on ne peut pas appliquer la méthode des tangentes. D'accord? Voilà. Et si vous retournez là, vous pouvez voir comment ça a été calculé, les potentiels en tout point. À demi-équivalence, à l'équivalence, et on peut calculer même à double équivalence. Et ça se termine par les facteurs qui influencent sur le potentiel. Quels sont les facteurs? Il y a le pH. Donc, si on augmente le pH, le potentiel diminue. Retenez ça. Vous avez des exemples là, d'accord? Voici un exemple. Donc, j'ai augmenté le pH. Je regarde, voilà, le pH, par exemple, là, il est 7,45. Là, il est 2. Vous allez voir que en fonction du pH, le potentiel change. Influence de la précipitation, on n'a pas fait, mais je vous laisse regarder. Et la complexation aussi. Et merci. Potentiel d'un couple redox. Ce potentiel